Le bel esprit. Oh oui. Oh oui, oh oui, mes amis. À l'aube d'Elimination Chamber, et déjà je dis une bêtise, le jour même d'Elimination Chamber 2025, nous entamons cette hashtag TLR Reviews épisode 111, 111. Oh oui, oh oui. Épisode 111, 111 déjà review sur la chaîne. Un truc de ouf. Un truc de ouf. Mais qui compte? Ben, je vous le dis bien, moi-même, mes amis. Aouh. Et donc, WWE SmackDown, 28 février 2025, depuis Toronto, Ontario, lieu où va avoir lieu. Ouais, pas mal. Lieu où va avoir lieu, eh bien, ce soir, Elimination Chamber. Eh bien, c'est parti pour la review de SmackDown. Ce soir, donc. Enfin, ce soir. Oui, ce soir, cette nuit, review en direct sur YouTube d'Elimination Chamber. On verra l'heure exacte à la fin de cette review. Commençons direct, parce que là, je vous dis tout de suite, mes amis, quasiment 3 heures, 2h30 de SmackDown, les coupures pub en moins. Je pense qu'on est parti pour 2h30 aussi également pour Elimination Chamber. C'est un gros week-end catch. C'est un gros week-end catch où je ne catch pas dans le ring, mais je regarde beaucoup de catch. Oh oui, oh oui. Et c'est parti. Donc, mes amis, SmackDown commence au Toronto, Ontario. Et là, je vous le dis tout de suite, le symbolisme continue. Le symbolisme continue même sur USA. Alors, c'était peut-être pas un truc made in Netflix. Oh non, oh non. Pourquoi je dis ça? Parce que Cody Rhodes avance donc au tout début du show et il se fait accueillir par ce qu'on appelle en anglais de handlers. Handlers, c'est un peu des... alors justement, je vais aller chercher la traduction exacte de handlers, mais Google Traduction, c'est grosso modo des gens qui vous prennent en main et qui vous guident, qui vous disent quoi dire ou quoi faire. Un gestionnaire. Voilà, bon, c'est une traduction vraiment comptable de la chose, mais un handler, c'est quelqu'un qui va vous gérer. C'est apparemment ce qui est comment marche beaucoup de personnes du showbiz. Bon bref, tout ça pour dire. Cody Rhodes arrive et il y a 2 handlers qui arrivent et ils vont lui montrer son vestiaire qui, on l'imagine tous, sera grandiose. Le vestiaire que lui a réservé The Rock, le final boss, le boss final, Dwayne Johnson, qui veut récupérer son âme, qui veut que Cody Rhodes lui vende son âme. Suite au dernier Raw, oh oui, oh oui. Et donc, attendez, c'est pas tout, parce que donc, The Rock lui prévoit un vestiaire spécifique. On ne l'a pas encore vu au tout début du show, mais on se doute que le vestiaire va être magnifique. Et en fait, le truc, vu qu'en plus The Rock n'est même pas présent physiquement pour lui proposer le vestiaire, je trouve que ça rajoute une aura vraiment encore plus mystique et surnaturelle à la storyline. On va faire un gros bilan de la storyline à la fin du SmackDown, vu que c'est le dernier segment du show également. Mais tout ça pour dire, mes amis, au tout début de ce show, on n'imagine qu'une chose, c'est que le vestiaire va être grandiose. On espère qu'il n'y aura pas d'enfants dedans. 3 points de suspension. Bref, pour ceux qui savent, pour les sachants. Alors, in-ring promo, c'est le début du show avec Trish Stratus. Alors, autant la WWE va loin, franchement, comme on a dit, elle aussi, parce que c'est pas la seule, hein. Hollywood, qu'est-ce qu'il y a? Hollywood, la chanson, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui va loin dans le symbolisme très porté sur l'inverse de la religion, pour pas dire certains mots qui font qu'après la vidéo est pas moins poussée dans les algorithmes. Oui, parce que ça, j'ai vu ces derniers temps, justement, plus on a commencé à parler de symbolisme, plus moins les vidéos, la vidéo, vous me l'avez certainement dit, est mise en avant sur l'algorithme. Mais bon, c'est pas grave. Donc tout ça pour dire, autant la WWE va loin dans le symbolisme, autant c'est quand même devenu très très familial ces dernières années. Pourquoi je dis ça? Parce que déjà à la base, Trish va dédier son match de demain à ses enfants qui la verront catcher en live pour la première fois. C'est ce qu'elle dit. Ensuite, deuxièmement, le truc c'est que je parlais avec la kiné principale du Performance Center, la head trainer, mais pas head trainer en mode entraîneur trainer, genre medical trainer. Et elle me disait qu'elle reconnaît plus le PC. Parce que moi, à l'époque, quand je l'avais connu, donc c'est il y a à peu près 10 ans, en fait, le PC, c'est ça. Je veux dire, il y avait des catcheurs, des athlètes et les kinés et les coachs. Maintenant, elle me dit très souvent, il y a des jours où c'est Family Day au PC. Parce qu'en fait, il y a tellement de catcheurs maintenant qui ont des enfants. Notamment elle également, cette kiné, qui a 2 jumeaux.
que j'ai vu 2 semaines après qu'il soit né. J'étais en Californie, en Floride à cette époque. Bref, tout ça pour dire. Même elle me dit qu'elle reconnaît pas le PC des fois parce qu'en fait, grosso modo, tout le monde a des enfants et des fois, je me dis, il y a la journée Père Noël où tout le monde amène leurs enfants et il y a un Père Noël qui distribue des cadeaux. Et donc, en fait, ça donne une vibe très très familiale à la WWE et encore plus au Performance Center. Et on la ressent dans cette promo de Trish Stratus. Donc, elle a un match par équipe avec Tiffy Time ce soir, pas demain. Et Tiffany Stratton arrive et elles annoncent qu'elles vont gagner. Et là, t'as Chelsea Green qui arrive avec Piper Niven habillée en Mountie. Oh oui, oui, grosse dédicace à les Mounties, qui sont la police montée canadienne, mais il y avait un personnage qui était Jacques Rougeau. J'adorais, les Rougeau Brothers, je les adorais. Pour moi, c'était... Vous savez, regardez, genre, je suis en train de parler plus loin dans la review, mais je vais le faire ici. Si on nous avait laissé un peu plus de liberté niveau équipe française, notamment à NXT, moi, je me serais inspiré énormément des Rougeau, des frères Rougeau. Les frères Rougeau, leur vibe de heel n'a jamais été refaite dans le business. Et c'est presque une honte et un scandale. Parce que pour moi, c'était une équipe de heel légendaire. Légendaire. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, ceux qui s'en souviennent et ceux qui connaissent, ceux qui savent de quoi je parle. Mais les frères Rougeau, en heel, c'était des heels sournois, hypocrite, menteur, tricheur, bel esprit, c'est la vibe qu'on voulait pour les légionnaires à NXT. Et comme vous l'avez vu dans la Taylor Stories hier, d'ailleurs qui est encore une fois très bien accueilli par tous vos commentaires, vos likes, merci à vous les amis, c'est super. Si vous le faites pas déjà, abonnez-vous à la chaîne, ça aide beaucoup pour l'algorithme. On est qu'on parle beaucoup de symbolisme maintenant dans mes vidéos. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de youtubeurs qui le fassent, en tout cas des youtubeurs français ou francophones qui parlent de tout le symbolisme SATANIQUE qu'on trouve dans la télévision de WWE. Mais bref, gros accueil de la Taylor Stories, je vous remercie. Moi, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir, en fait, ça me fait plaisir de revivre tous ces moments pour la chaîne et surtout de les partager avec vous et de voir qu'aussi vous êtes réceptifs et que vous adorez. Donc ça, c'est super. Ça me motive encore plus à continuer, d'autant plus que juste avant de faire cette review, j'ai re-regardé un peu la Taylor Stories d'hier et je me dis, c'est vrai que c'est quand même pas mal de ce segment télé qu'on a eu. Oh oui. Et donc, alors, on reprend. Chelsea Green arrive, elle est habillée, enfin Piper Niven est avec elle et elle est habillée en Mountie. Oh oui, j'ai adoré. Chelsea par contre force la dose en heel, en disant qu'elle est contente d'être partie du Canada, alors que la moitié de sa tenue a la feuille d'érable rouge. Expliquez-moi pourquoi. Je comprends que en tant que heel, on demande toujours de faire de la cheap heat, mais ça c'est la cheap heat. Parce que la meuf, elle est canadienne, et elle arrive à dire, je suis content de me barrer de ce trou de chiotte. Ouais, ok, d'accord. Je comprends qu'il faut que tu te fasses tuer, mais enfin, remarque, elle s'est fait tuer, mais bon, d'un autre côté, elle n'a même pas eu de match ce soir-là, donc c'était vraiment bizarre. Mais bref, non, je suis bête, elle en a eu un juste après. Oui, non, alors c'est ça. C'est ça qui me fait rêver, c'est que la meuf, elle se pointe pour faire une promo, oui, c'est vrai, j'ai pas eu les notes en dessous, elle se pointe pour faire une promo, mais elle est déjà en tenue de catch. Parce qu'en fait, c'est exactement ce qui suit. Donc, elle vanne le public canadien. Et Trish Stratus et Nick Aldis enchaînent avec un match Tiffany Stratton contre Chelsea Green. Et Chelsea Green, elle fait non, fais pas ce match. Mais meuf, si tu veux pas catcher, pourquoi t'es en tenue de catch? Enfin bref, mes amis. Enfin bref. Moi, ça serait, je vous redis, parce que la dernière fois, DIY, pour une fois, ils avaient fait un bon truc qui était que justement, ils s'étaient pointés sur le ring en tenue, comment dire, en tenue de ville, alors que le match était pas prévu. Ça, c'est bel esprit. Et moi, je demanderais toujours, si ça m'arrivait, en segment, est-ce que ça ferait pas plus crédible que je me pointe en habillé, alors qu'ils mettre des genouillères sous la tenue? Ça, je l'ai déjà fait. Mais voilà, quoi. Enfin, bref. Bref, singles match entre Tiffany Stratton et Chelsea Green. Alors, on a eu un match rapide, mais bien vivant. Mais malheureusement, je pense que la pauvre Tiffany n'a vraiment pas eu peur avec son moonsault la dernière fois. Son moonsault à moitié raté, presque raté. Pourquoi? Parce que, mes amis, là, elle fait une swanton, tout aussi dangereuse depuis la 3e corde et elle m'a vraiment fait peur. Enfin, c'est même pas fait peur. La peur, elle s'est tuée. J'ai regardé le truc en 0.25. Alors, je sais pas si vous regardez sur Watch Wrestling comme moi, mais mettez en vitesse 1.25. Non, pas 1.25, 0.25. La pauvre Tiffany prend littéralement une chute de la 3e corde à l'extérieur du ring. Ouh là. À peu près un mois de WrestleMania ou un peu plus d'un mois de WrestleMania. Chaud. Mais je me demande si c'est pas, elle fait pas ça pour montrer qu'elle paye ses dus et qu'elle mérite tout simplement de devenir championne du monde et qu'à limite on lui dit fais ça. Ou alors est-ce qu'on essaie de la sacrifier? Je sais vraiment pas. En attendant, intervention de Nia Jax et Candice, et ça je sais que par contre ça fait une disqualification de Chelsea.
Ensuite, on nous annonce qu'il va y avoir un tournoi cette nuit-là pour déterminer le nouvel aspirant au titre américain de Shinsuke Nakamura. Alors mes amis, j'allais dire que je comprends pas pourquoi. Ouais, non, je comprends pas pourquoi, parce qu'on se doute tous que c'est LA Knight qui va le devenir. Mais en attendant, quand même, dans cette soirée, on aura trois matchs et à la finale, ça sera un match triangle pour déterminer qui affrontera Shinsuke Nakamura. Je sais pas quand, peut-être à WrestleMania, je sais même pas s'ils l'ont annoncé. Recette classique quand même de faire des tournois pour désigner un nouvel aspirant numéro 1, c'en est presque, j'allais dire, du réchauffé. Parce que j'ai l'impression d'avoir vu ça au moins 5 fois. C'est depuis 6 mois que j'ai repris les reviews pour la chaîne. Enfin, que j'ai commencé les reviews pour la chaîne. Backstage, alors là, on a enfin Cody qui arrive dans son vestiaire. Et en effet, c'est exceptionnel. Il y a des sushis, il y a du vin, enfin c'est vraiment très stylé. Et donc, comme je disais un peu plus tôt, le fait que le Rock soit physiquement absent donne encore plus une vibe surnaturelle à son offre et à son cadeau. On en reparlera à la fin du show, enfin à la fin de la review, la review du show. Ouais, c'est ça. Voilà, ouais, c'est ça. Parce que c'est à la fin du show qui est reviewé qu'on a vu l'avancement, entre guillemets, si on peut dire, de cet angle entre Cody et Rock. Après, on a donc le premier match pour le tournoi pour le titre américain. Allez, hop. Andrade contre Jacob Fatu. Alors, on sent qu'Andrade va faire la serpillière. Je pense pas qu'il y en ait qui voient Fatu perdre contre Andrade. Surtout quand on voit ce qu'a fait Andrade ces dernières semaines, et encore plus quand on voit le push et le potentiel qu'a Jacob Fatu. Mais franchement, gros match, mais victoire prévisible, et littéralement, mes amis, un meurtre sur le finish. Bon, excellente façon pour Fatu de gagner, mais le truc c'était un truc de ouf. Le mec il a fait un banzai drop, enfin pas un banzai drop, mais genre il s'assoit sur Andrade. Ensuite il lui fait 2 coups de fessard dans le coin, un méga DDT qui plante littéralement Andrade sur la tête, et après il le finit avec un moonsault. D'ailleurs petit spoiler pour pas la prochaine Taylor Stories qui sera un match contre les Hardy Boys, mes amis, à Impact Wrestling entre le tribunal et les Hardy Boys, mais celle d'après qui sera un match simple entre Basil Baraka, on y reviendra d'ailleurs sur le nom Basil Baraka un peu plus loin. J'ai fait une copie d'écran du commentaire. Un match entre Basil Baraka et EC3, et vous verrez EC3 qui me plante lui aussi sur la tête, tout comme Jacob Fatu a planté Andrade sur la tête sur son DDT. Et après moonsault donc pour la victoire. Again, Fatu va faire très très mal dans un futur très proche, mes amis. Ensuite, division tag team part en baston général, booking, j'ai presque envie de dire classique. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'on voit ça régulièrement à NXT ou à Raw. Là aussi, c'est un truc que j'ai dû voir 2 ou 3 fois depuis que j'ai repris que j'ai commencé les reviews sur la chaîne, et notamment à NXT, ça je me souviens très clairement, il y avait eu le même genre de booking avec Shawn Michaels il y a encore 2 ou 3 mois je pense, quand je faisais encore des reviews NXT. Après on a mes amis Drew McIntyre, oh oui, Drew McIntyre qui interrompt une vidéo promo de John Cena. Et sa promo elle est excellente. Aussi bien parce qu'il parle du bald spot de Cena dont on a parlé dans la review de Dynamite. Je vous invite à aller voir la review de Dynamite que j'ai faite jeudi. Parce que franchement, je partage énormément d'anecdotes et il y a eu énormément de bons retours. Et même si vous regardez pas le produit à AEW, je pense que la moitié de la review c'est des anecdotes, notamment certaines du Performance Center en entraînement. Et on parle aussi de comment cacher sa calvitie à la télé, chose que j'ai fait pendant des années. Et donc, Drew qui mentionne le bald spot de Cena, bel esprit. Et alors c'est encore plus bel esprit quand il mentionne que quand il était plus jeune, il était terrifié de John Cena et de son pouvoir politique dans les vestiaires. Alors là, en fait, j'ai franchement réfléchi, est-ce que je devrais partager, c'est même pas une anecdote, mais c'est un petit commentaire, et je pense que je vais le faire encore une fois pour la chaîne. Un jour, j'avais été dans les vestiaires, dans les vestiaires, on m'avait envoyé sur la route à Raw, je crois que c'était à Cincinnati, ou dans le Minnesota, je sais plus, à Minneapolis peut-être, un des deux, pour filmer des trucs pour le site internet français ou la télé française en français. J'étais avec Sami Zayn d'ailleurs, on partageait la chambre d'ailleurs d'hôtel Sami Zayn, parce que comme j'étais encore à NXT, tout était payé, avion, voiture de location, hôtel, et j'avais tout reçu les infos, on avait fait tout ensemble avec Sami. Et donc j'étais dans les vestiaires, je me baladais, et je me souviens, j'avais vu Cena qui avait un segment avec The Shield à l'époque, Roman Reigns, John Moxley, Dean Ambrose, Denis Ambroisi, pas mal, Denis Ambroisi, Dean Ambrose et Seth Rollins. Et en fait, je me souviens que leur segment, c'est soit un segment à la fin du show, soit un segment dark. Et j'étais juste à côté de John Cena qui était avec un des scripteurs. Et il cherchait The Shield et on voyait qu'il était crevé le gars, mais bon, voilà. Et je l'ai littéralement entendu dire Go get those Shield motherfuckers.
Après, c'est pas un manque de respect de la part de Cena, mais c'est que vous savez, quand vous êtes à ce niveau de booking et que vous avez headliné déjà tant de WrestleMania, que vous avez tant de titres mondiaux et que vous avez tellement donné de votre corps et de votre énergie pour la compagnie, vous en battez les couilles, les steaks de tout, en fait. Et allez, va me chercher ces petits cons là du Shield. Voilà, grosso modo. Le mec parlait comme ça à voix haute dans les vestiaires. Donc bref, je peux comprendre que jeune Drew McIntyre soit terrifié à l'époque de froisser un John Cena et tout le pouvoir politique qu'il devait avoir. Oh oui, oui, mes amis. Alors, ensuite, alors là, on a eu, c'est énorme. J'ai adoré ce segment, vous allez comprendre pourquoi. Damien Prêtre arrive et en bon babyface, il dit à Drew d'arrêter de se plaindre et de le rejoindre dans le ring pour se bastonner. Ce qu'il s'apprête à faire jusqu'à ce que, alors, un suppôt de SATAN arrive. Et c'est Seth Rollins qui arrive tout habillé en rouge. Est-ce que c'est pareil? Alors quand il porte du rouge, moi je vois tout ça tout de suite, une dédicace à ce qu'on voit dans Eyes Wide Shut pour ceux qui savent, pour les sachants, je vous fais un clin d'œil. Très gros film à regarder, d'ailleurs un film dont ils ont supprimé 20 minutes de la version qu'avait originellement prévu Stanley Kubrick, qui est mort un peu avant la première du film. Et quand le film est paru au cinéma, avec Stanley Kubrick mort qui pouvait plus s'opposer à la sortie de ce film, il y avait 20 minutes qui avaient sauté du film. Enfin bref, et donc quand je vois Seth Rollins ou d'autres personnes un peu portées sur une certaine forme de religion, disons, dans le symbolisme, habillé tout en rouge, je vois tout de suite la dédicace à ce qu'on voit dans Eyes Wide Shut, que je vous conseille, très gros film. Bon bref, tout ça pour dire, Seth aussi d'ailleurs, alors ça en parlant, continuons à parler de symbolisme mes amis, quitte à se faire complètement désalgorithmer la vidéo. Seth, le prénom Seth, c'est pas innocent non plus. Pour ceux qui connaissent un peu la mythologie égyptienne, c'était le frère d'Osiris, qu'il a coupé en 13 morceaux, je crois, ou 14 morceaux, qu'il a répandu le morceau dans le Nil, et que Isis, sa femme, nom très important aussi dans toutes ces religions plutôt païennes, a récolté pour reconstituer son corps, sauf un seul morceau. Et c'était, j'allais dire, la partie la plus importante dont un homme se sert pour reproduire, pour créer la vie. Oh oui, oh oui. Et donc, Seth dans la mythologie égyptienne, c'est pas vraiment positif. Enfin, en tout cas, quand on se place dans la polarité positive-négative, Seth, c'est... Regardez, Seth, ça ressemble à quoi? Ça ressemble au nouveau pseudo de CM Punk, ok? Seth et SATAN. D'ailleurs, en parlant donc justement de nom, c'est là que je dis, mes amis, analyse de nom, merci à Mondoui T6R. Pourquoi T6R, s'il te plaît, d'ailleurs? Parce que, donc, suite à la TLR Stories d'hier, où j'avais dit que Basile, ça voulait dire Victorio, quelque chose comme ça, non. Mondoui a vraiment fait les bonnes recherches et il me dit, Basile signifie roi en grec. D'ailleurs, Basileus était le titre des empereurs romains d'Orient. Oh oui. Et Baraka, c'est bénédiction en arabe, c'est vrai. Bénédiction, chance aussi, je crois. Et Baraka, c'est aussi, j'avais vu, c'était un autre mot, c'était l'énergie vitale, quelque chose dans sanskrit ou un truc comme ça, une langue très ancienne. Donc si on mélange un peu les langues, ça peut donner la bénédiction du roi, un truc du genre. Mes amis, franchement, ça a de la gueule finalement. Quand on a cette analyse, Basile Baraka. Oh oui. Alors si en plus vous ajoutez Blackbeard, oh oui, Before, oh oui, bel esprit. Donc, Basile Baraka, belle origine de nom, merci à toi Mondoui pour ces précisions, tu m'as fait rêver. Et donc, qu'est-ce qui m'a fait rêver? Eh ben, c'est aussi ce segment à SmackDown, parce que donc, on a après Seth Rollins, Satan Rollins qui arrive, CM Punk qui rejoint la fête, et lui va-t-il faire référence aussi à son nouveau pseudo dont il nous a parlé à Raw, si je dis pas de bêtises. Et il sous-entend que certains d'ailleurs ne croient pas dans le ring au concept de l'âme. Il dit un truc genre si vous croyez à ce concept d'avoir une âme, alors rien que ça, déjà ça fait mal. Parce que ne pas croire qu'on a une âme, ou en tout cas une énergie consciente qui anime le corps, et que le corps n'est qu'un véhicule qui emprunte cette énergie consciente, c'est très triste. Et c'est surtout que vous n'avez pas maté tous les bels esprits chauds, oh oui, mes amis, sur la réincarnation et le chemin des âmes. Bon, ce segment, il est quand même excellent, donc comme je disais, parce que l'enjeu de cette Elimination Chamber prend une importance de ouf. Le vainqueur d'Elimination Chamber, en tout cas masculin, prend limite plus d'importance que celui du Royal Rumble. C'est un truc de ouf comme booking. C'est ouf comme booking. Et d'ailleurs, en parlant de booking ouf, Paul Logan, ou non, c'est Logan Paul. Logan Paul qui simule
L'entrée de John Cena, c'est excellent, parce qu'on y a tous cru, les amis. Le public était dégoûté. Et oui, et comme je disais, Seth est habillé comme s'il a perdu un pari, comme le dit Logan Paul. Et merci à Logan Paul, d'ailleurs, qui me fait réaliser qu'au final, avec toutes ces références et sous-entendus démoniaques, on a quand même un prêtre dans le ring. Damien Prêtre. Excellent segment, car on sent toute la tension et la compétition qu'il va y avoir autour de ce main event. Enfin, de qui va main eventer WrestleMania. On en reparle à la fin de la review. On continue le tournoi américain entre un match avec LA Knight de qualification et Santos Escobar. LA Knight qu'on verra dans une très prochaine TLR Stories. J'en dis pas plus. Match arbitré par Charles Robinson. Toujours bon de le voir en action dans le ring. Et match gagné par LA Knight avec un BFT de la 3e corde. Oh oui, oui. In-ring promo de Sami Zayn. Sami, dans son pays natal, invite Kevin Owens à venir le rejoindre sur le ring. Kevin le rejoint, mais depuis la salle où aura lieu le stade, je crois, Elimination Chamber. Ça devient ultra personnel entre les deux, parce que franchement, ça parle des familles à droite et à gauche, et la tension est épaisse, tellement épaisse qu'on pourrait la couper avec un couteau sacrificiel. Oh oui, oui, on continue les jeux de mots et les références. Le tournoi américain continue. Braun Strowman contre Carmelo Hayes. Match très très rapide avec victoire de Hayes qui nous joue une Eddie Guerrero et après une intervention de Solo Sikoa qui vient aider Jacob Fatu. Ensuite, on a un 6-woman tag match que j'ai zappé entre Bayley, Naomi et Bianca contre Liv, Roxanne et Raquel. Victoire des Hills par une belle victoire de Roxanne sur Bayley qui se fait attaquer par Alexa Bliss juste après parce que les deux seront dans l'Elimination Chamber féminin. Franchement, ça va être serré à l'Elimination Chamber parce que on va voir qui va gagner. On verra ça encore une fois en conclusion de cette review, mes amis. Et enfin, on a la finale pour déterminer l'aspirant numéro 1 au titre américain entre Jacob Fatu, Carmelo Hayes et LA Knight. Et LA Knight vole la victoire à Fatu. Après, il y a eu quand même un superbe springboard crossbody par LA Knight à l'extérieur du ring, mes amis. Oh oui, oui. Et donc LA Knight va affronter Shinsuke Nakamura comme c'était prévu. Alors je sais pas où le match aura lieu, j'ai pas écouté parce que je m'attends à accélérer, mais j'imagine à WrestleMania maintenant, parce que s'ils font ça avant WrestleMania, qu'est-ce qu'ils vont faire à WrestleMania, aussi bien avec Nakamura qu'LA Knight que les titres américains? Good question, mes amis. Et comme le dit LA Knight, il deviendra 2 fois champion américain, à croire qu'il est cantonné à ce poste, mes amis. D'ailleurs, je crois que c'est une référence au commentaire que j'ai sélectionné, si je dis pas de bêtises. Et on termine le show, donc comme je vous dis, avec une promo dans le ring par Cody Rhodes. Je vais pas répéter tout ce qui a été dit. Je pense que vous tous, vous avez regardé, mes amis. Je vais juste analyser de mon humble point de vue l'angle. Cette storyline avec The Rock. Et The Rock et Cody Rhodes. Et franchement, cet angle, il est pas crédible. Il n'est pas crédible pour plusieurs raisons. Pourquoi? Parce que l'offre de The Rock, en fait, va à l'encontre d'absolument tout ce pourquoi. Alors désolé, c'est pas le logo SmackDown adéquat, mais c'est pas grave. C'est toujours mieux qu'un écran, un écran noir. Donc, comme je disais, en fait, l'offre de The Rock va littéralement à l'encontre de tout ce pourquoi Cody combat et tout ce que Cody représente. C'est genre, vends-moi ton âme et tout sera facile pour toi et je t'ouvrirai la voie, je te déroulerai le tapis rouge vers le succès. Cody Rhodes, le mec, a travaillé toute sa vie pour arriver là où il en est. Alors en fait, le seul intérêt de cette storyline, mes amis, c'est un heel turn de Cody, qui accepte soit de plein gré, soit malgré lui, parce qu'il n'a pas le choix. Parce que sa famille, il veut donner la belle vie à sa famille, écoutez, je suis désolé, mais je vais vous trahir et je vais accepter l'offre de The Rock. Boum. Et là, The Rock en fait littéralement son chien. Il se reteint les cheveux en noir, il en fait son chien, il lui fait lécher par terre, rituel d'humiliation, comme vous savez comment ça marche, pour ceux qui savent, et voilà. Parce qu'en fait, dans ces cas-là, le heel turn serait vraiment amorcé, si ça se passe donc ce soir à Elimination Chamber, mais je le vois trop court, c'est trop court, une semaine pour que Cody Rhodes renie tout, en fait. Ça me semble bâclé, cette storyline, c'est vraiment spécial, c'est vraiment bizarre. J'espère qu'ils ont un plan à long terme, parce que voilà. Et en tout cas, si Cody Rhodes finalement rejoint The Rock, ça amorcerait donc un bon heel turn. Parce que je pense qu'une partie de la foule le soutiendrait en disant que ouais, t'as pas le choix, on t'a forcé à le faire. Et d'un autre côté, l'autre le supporterait pas, un peu comme à l'époque Cena, d'avoir tourné le dos à tous ses fans. Et donc ça serait encore mieux pour un éventuel Cody contre CM Punk à WrestleMania, avec CM Punk en face et Cody en heel. Et le Rock dans le coin de Cody, je sais pas mes amis. Mais ça me semble vraiment bizarre comme booking. Moi je vois
La seule issue possible pour en sortir de cette storyline, c'est un heel turn de Cody. Parce que Cody refuse. Ok, qu'est-ce qu'on va faire? On va partir vers une feud entre The Rock et Cody. Bon, ok, d'accord, mais The Rock, c'est pas comme s'il catch toutes les semaines. The Rock, je le vois pas catcher un pay-per-view autre que WrestleMania, surtout vu la paye qu'il va, enfin, entre guillemets, qu'il va demander, et surtout le calibre de superstar. Et comme Cody va sûrement être champion jusqu'à Mania, The Rock va affronter Cody pour le titre. Je sais pas, j'y crois pas. J'y crois vraiment pas, les amis. Surtout qu'en plus, non, à WrestleMania, Cody devra affronter le vainqueur d'Elimination Chamber. Magnifique transition, mes amis, magnifique transition pour parler. Alors, juste des prédictions des deux matchs Elimination Chamber. Hein. Je ne veux pas m'étendre sur les matchs Sami Zayn et Kevin Owens. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'il y a un autre match? Je sais même plus la carte. Donc, on commence par l'Elimination Chamber féminin qui, je pense, ouvrira le show. On a Naomi. Naomi, je la vois vraiment pas gagner. Non. Je la vois pas, elle n'a pas le superstar power pour main event WrestleMania et je pense pas qu'elle l'ait. Alors, très important, c'est ça aussi. Comprenez comment je raisonne avec l'expérience. C'est que je vais pas juste faire niveau storyline et niveau elle mérite ou pas. Je vais faire aussi d'un point de vue business. Il faut garder en tête les contrats des gens. Parce que les contrats, c'est de l'argent garanti que vous avez. Si une personne, comme je crois que j'avais entendu, Bianca Belair, est au-dessus du demi-million, c'est-à-dire 500 000 $ par an, forcément, elle va être plus pushée qu'une Roxanne Perez qui doit être au plus bas échelon de salaire. Voire, je crois que Bianca, c'était 750, il me semble. J'avais vu un truc comme ça. Bon, bref. Naomi, je la vois pas ultra élevée niveau contrat, donc je la vois pas gagner. Et puis même niveau storyline, niveau potentiel pour WrestleMania. En fait, ce qui va se passer, c'est que Naomi et Bianca, je pense qu'on va découvrir qu'une des deux a attaqué Jade Cargill et ça va faire un match entre les deux à WrestleMania. Alexa Bliss, non, elle est trop rapide, elle est revenue trop courtement dans les storylines. Je la vois pas, pareil, elle gagner, à moins qu'elle ait un gros contrat et qu'ils veulent le rentabiliser pour qu'elle aille affronter Rhea Ralenti, mais elle a quasiment pas eu de temps d'antenne ou de micro depuis qu'elle est revenue. Ouais, bof. Liv Morgan, on l'a vu et revu, non, elle gagnera pas. Bayley, pareil, c'est la haute prêtresse du clan des Serpillères. Moi, je pense que ça va se jouer entre Alexa Bliss et Roxanne Perez. S'ils veulent vraiment marquer le coup et créer une immense superstar en Roxanne Perez, qui est ultra jeune, je crois qu'elle a 22 ou 23 ans toujours, et ben ils font gagner Roxanne Perez. Genre la meuf, elle devient, dans sa première année à la WWE, pas elle gagne tout, mais presque. Elle gagne l'Elimination Chamber, elle main event WrestleMania, à combien elle a 23 ans. Elle est du 5 novembre 2021. Donc, s'ils veulent vraiment casser tous les records, ils font gagner Roxanne Perez et ça serait ça serait mérité parce qu'elle est excellente dans le ring. Excellente dans le ring et au micro. Donc, je pense que ça va se jouer entre Roxanne Perez et éventuellement Alexa Bliss en fonction de son contrat ou Bianca Belair. Mais même Bianca Belair, non, alors oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Si on apprend que c'est Naomi qui a attaqué Jade Cargill, on va avoir un match Jade Cargill contre Naomi à WrestleMania. Et Bianca Belair va se séparer à la fois de Naomi et de Jade Cargill. Et ça lui permet d'ouvrir la route pour aller à WrestleMania contre Rhea Ripley. Et est-ce qu'on a déjà eu Rhea Ralenti contre Bianca Belair? Je pense pas. On a eu Bianca contre Charlotte. C'était un super match de mémoire, il me semble. Et on a déjà eu Charlotte contre Rhea Ralenti. Et ça sera pas le cas cette année. Donc ouais. Ouais, non, finalement, non, je retire ce que je dis. Ça se jouera plutôt entre Bianca Belair, Alexa Bliss éventuellement et Roxanne Perez. Oh oui, oui. Et alors là, le gros match. L'Elimination Chamber masculin. Avec, comme ils disent à chaque fois, 6 gars qui ont tous été champions du monde, sauf peut-être Logan Paul. Je crois pas qu'il ait été champion du monde. Damien Prêtre, Logan Paul, John Cena, CM Punk, Seth Rollins, Drew McIntyre. En fait, le truc, c'est que le gagnant donc va affronter Cody Rhodes, ok, et je pense qu'en fonction de ce qui se passe dans le match, on aura nos matchs pour WrestleMania. Tout le monde a envie de voir un Seth Rollins contre CM Punk. Ouais, ça serait pas mal. John Cena, alors ça j'en ai parlé dans les commentaires, John Cena, je le vois pas avoir la condition physique et l'envie de sortir un main event de WrestleMania. Même si c'est sa dernière année et qu'il veut marquer le coup. John Cena, en effet, comme beaucoup le disent, il gagnerait plus Money in the Bank et arriverait enfin à transformer l'essai de Money in the Bank en l'encaissant et en devenant champion grâce à ça. Une dernière fois champion. Je ne le vois pas être dans le main event de WrestleMania. Maintenant, si la WWE a des corones, bon, Damien Prêtre, c'est quasiment sûr que je le vois pas gagner. Je pense qu'en effet, il feudera avec Drew McIntyre pour WrestleMania et c'est triste pour Drew McIntyre, mais voilà. Ça va se jouer donc entre CM Punk, Seth Rollins et Logan Paul. Franchement, si la WWE a des corones, vraiment des corones, ils font gagner Logan Paul. Et Logan Paul contre Cody Rhodes, ça risque d'être un excellent match. Surtout que ça va ramener un audimat de ouf. De ouf, avec tous les millions de followers qu'a Logan Paul sur ses réseaux sociaux. En plus, là, ils vont s'entraîner comme des oufs. Ouais, ça pourrait le faire. Je vois pas Logan Paul gagner à WrestleMania s'ils font ça, mais voilà. Et à l'inverse, peut-être même
Rock prendre Logan Paul sous son aile, je sais pas. Parce qu'après, donc, ça laisse la route pour faire un CM Punk contre Seth Rollins, et donc CM Punk ne main eventerait pas WrestleMania, mais peut-être que CM Punk a signé un contrat de 3 ans, et encore plus, d'ailleurs, moi c'est ce qui s'était passé, hein. Vous savez, alors encore un secret d'insiders, mes amis, comme j'avais été blessé quasiment toute ma première année à NXT, et bien en fait, le truc c'était, ils avaient rajouté, je crois, 1 an sur mon contrat, 1 ou 2 ans sur mon contrat, en me disant un jour j'avais reçu une extension de contrat, grosso modo comme tu as été blessé 1 an et que t'as pas, et surtout qu'ils voyaient que je commençais à avoir du potentiel et qu'ils aimaient ce que je faisais, c'était quand j'étais sur le point d'être à Takeover, ils m'avaient rajouté 1 an sur mon contrat. Donc là-bas j'avais signé un contrat pour 5 ans et en fait finalement ils avaient fait 6 ans quoi. Et peut-être ils ont fait ça aussi pour Punk, vu qu'il a été blessé très rapidement avec son triceps, et ben peut-être qu'ils lui ont rajouté du temps. Bref, si Punk headline pas cette année, peut-être qu'il le fera l'année prochaine. Regardez Cody Rhodes. Cody Rhodes, ça lui a pris 2 ans pour devenir champion. Donc ça peut prendre 2 ans à CM Punk pour headliner WrestleMania, les amis. Mais en fait, c'est ça qui est énorme. C'est que en fait, l'enjeu de cette Elimination Chamber, je sais pas pour vous, mais je le trouve encore plus important que celui du Royal Rumble. C'est un truc de taré, c'est un truc de fou. Tant mieux, bel esprit, hein, ça donne encore plus de raisons de regarder Elimination Chamber cette nuit Quelle heure c'est, mes amis? Je suis sûr que vous le savez, mais moi je ne le sais pas. Elimination Chamber 2025. Time. Alors, ça sera. Ouh là là, il y a peut-être un Raw qui va arriver. Je sais pas. Alors, mes amis, 7 Eastern Time. Donc, 7 Eastern Time, ça va faire du 1h du mat, si je dis pas de bêtises, parce qu'il y a 6 heures de différence avec la France. 8, 9, 10, 11, 12, 1. 1h du mat, mes amis. 1h du mat sur YouTube. On lancera Elimination Chamber, review. Oh oui, en direct, avec vos commentaires, je répondrai aux questions pendant les matchs qui ne m'intéressent pas, même s'il n'y en aura peut-être pas sur ce show. Oh non. Et puis ouais, et oui, ça le fera. Ça sera la 112e review, TLA Review, sur la chaîne. Oh oui, donc bref, au final, est-ce que j'ai pris une conclusion pour l'Elimination Chamber masculin? Je ne sais même pas. Je dis, ça se jouera entre Logan Paul, CM Punk et Seth Rollins. Non, Seth Rollins, je ne vois pas gagner. Cette Rollins, je ne vois pas gagner, je le vois se faire éliminer par Punk peut-être. Ouais, c'est serré les gars, c'est un truc de ouf. Mais on le vivra cette nuit mes amis. Oh oui, avec des pronostics bien pourris par Tom Larufa qui s'est prononcé sur personne. Mais je vais me prononcer sur ça mes amis. Je vais me prononcer sur cette question que j'ai sélectionnée de la part de Louis Verdi. Encore une fois, un habitué des commentaires et des questions auxquelles je réponds. Louis Verdi 4829. Il me dit: salut Tom, comment vas-tu? Ça va très bien et toi amigo? Que penses-tu de Rousseff et de l'évolution de son personnage? J'en ai absolument aucune idée parce que j'ai pas suivi ses débuts et sa carrière à la AEW. As-tu pris connaissance de son personnage à l'AEW et qu'en penses-tu? Je viens d'y répondre amigo, même s'il avait une vibe, je sais même pas c'était quoi, c'était Miro, mais je sais même pas, non, je sais vraiment pas, donc désolé amigo, je ne pourrais pas te répondre, mais je pourrais te répondre à ta prochaine question, qui est, sinon quel catcheur de la WWE qui a du mal à se mettre en avant pourrait selon toi le mieux mousser à l'AEW et inversement pour les catcheurs de l'AEW vers la WWE? Très simplement, LA Knight. LA Knight, il a le potentiel pour être un champion du monde et vendre une blinde de t-shirts. Mais à la WWE, le roster est tellement complet que c'est très très dur. C'est très très dur. Et le mec arrive à la AEW, ça serait exactement comme Mercedes Moné. Et il serait direct dans le World Title Picture, j'allais dire l'image dans le décor, dans le paysage du titre mondial. Et je pense qu'il gagnerait. Et imaginez une feud LA Knight, même pas une feud, mais un segment micro entre LA Knight et MJF. Oh oui. Ça serait énorme. Donc ouais, pour répondre à ta question, sans hésiter, LA Knight. LA Knight aurait le plus à bénéficier de signer à la AEW. Déjà, l'emploi du temps est allégé. Le mec, il pourrait moyenner un contrat, mais à 7 chiffres faciles, et il deviendrait champion du monde en quelques mois, voire quelques semaines. Oui. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord à ce que je viens de dire. Mes amis, je ne vais pas épiloguer. Je vais juste dire, si vous ne l'avez pas encore vu, allez voir la TLR Stories d'hier soir. Vous allez adorer. Oh oui. La prochaine TLR Stories sera là dans 2 semaines. Oh oui, c'est un match en équipe avec les Hardy Boys. Et TLR AM, bon, ça sera lundi. Oh oui, c'est sûrement mon premier match de catch, parce que c'est mon tout premier match de catch, le 29 novembre 2006, à Lethbridge, dans l'Alberta, au Canada, pour la Power Zone Wrestling. Très gros souvenir que je partagerai avec vous lundi à 17h30, mais avant ça, on aura ce soir à 1h du mat, oh oui, Elimination Chamber Review en live sur YouTube. Mes amis, gardez le bel esprit.